Vous savez, à mon âge, on passe beaucoup de temps à repenser à ce qui nous a façonnés, les bons comme les mauvais. C'est drôle comme certains souvenirs restent gravés plus profondément dans la mémoire que d'autres, comme de vieilles photos gravées dans la mémoire. Il y a un Noël que je n'oublierai jamais. J'avais alors une trentaine d'années et je vivais seule dans un petit appartement à Brooklyn. J'avais travaillé dur pour me construire une vie loin de chez moi, un endroit où je ne me sentais jamais vraiment chez moi. Cette année-là, quelque chose s'est produit. Quelque chose qui m'a rappelé qui j'étais, et qui je n'avais plus besoin d'être. Laissez-moi vous raconter l'histoire. Je m'appelle Léa Kim. J'ai 31 ans et il y a 5 ans, j'ai quitté Seattle sans jamais me retourner. Je travaillais comme développeuse back-end pour une entreprise de cybersécurité qui travaillait pour de grandes banques et des contrats gouvernementaux. Je n'étais pas seulement bonne dans mon travail. J'étais essentielle. Je résolvais des problèmes que les autres équipes ne pouvaient même pas expliquer. Mais en dehors du travail, je n'existais pas. Du moins, pas pour ma famille. Nous ne nous étions pas parlé depuis 2016. Alors, quand mon téléphone a vibré un mercredi soir calme d'octobre 2023, j'ai été stupéfaite d'entendre le nom de ma cousine. Rachel était la seule à avoir mon nouveau numéro. Léa, a-t-elle dit doucement. Tes parents essaient de te joindre. Ils veulent que tu reviennes à la maison pour Noël. Je me suis assise lentement au bord de mon petit lit de Brooklyn. Maintenant, ai-je demandé. Après toutes ces années, ils ont posé des questions, a dit Rachel. Ils ont l'air sérieux. J'ai raccroché et j'ai fixé le mur. Je n'avais pas pensé à ma famille depuis des mois, des années en fait. Mais les souvenirs ont afflué rapidement. Toujours un souvenir étrange, jamais le souvenir préféré. Je me souvenais d'être assise sur une chaise de bureau froide à 13 ans, les genoux contre la poitrine, tandis que le docteur Patel, ma psychologue pour enfants, disait clairement à mes parents, « Les difficultés de Léa ne viennent pas de l'isolement. Elles viennent du fait d'être ignorée. » Ma mère a ricané. Nous aimons nos 2 enfants de la même façon, mais je savais qu'elle mentait. Mon frère aîné, Dylan, était un charmeur. Star du foot, délégué de classe, enfant chéri. Il a eu la voiture pour ses 16 ans. J'ai eu un pull d'une friperie qui sentait encore le renfermer. Même à Noël, le cadeau de Dylan brillait sous le sapin. Les miens étaient plutôt des souvenirs. Mais cette année, ils me rappelaient enfin, et ils ignoraient totalement qui j'étais devenue. Les réunions de famille étaient toujours un cauchemar. Dylan tenait la cour, bruyant, charmant, magnétique, tandis que je me fondais dans le décor comme un meuble que personne ne remarquait. C'est là que j'ai découvert le codage. Tout a commencé avec un prospectus poussiéreux collé sur le tableau d'affichage du lycée. Club d'initiation à l'informatique, salle 27, le jeudi après les cours. J'y suis allée une fois, et je n'ai plus manqué une seule séance. Pour la première fois, je me sentais vue non pas par les gens, mais par la logique du code. Le club est devenu mon refuge. Nous reconstruisions de vieux PC à partir de pièces détachées récupérées dans une casse. Nous avons échangé des livres, discuté de compilateurs et sommes restés tard pour déboguer les projets des autres. J'ai même créé mon premier jeu sur un ordinateur portable emprunté. Un jour, Monsieur Alvarez, notre professeur, m'a pris à part. « Tu as quelque chose de spécial, Léa, dit-il. Ne laisse personne te rabaisser. » À 17 ans, j'avais un plan. J'avais postulé à l'université, quitté Seattle et construit mon avenir de zéro. Dylan, bien sûr, était déjà inscrit dans une université prestigieuse en Californie, et écrivait avec le soutien financier total de mes parents. Puis vint le dîner de Thanksgiving. Mon père leva son verre. À Dylan, nous rendant fiers à Stanford. Les acclamations fusèrent. Puis maman ajouta, « Quant à Léa, on l'encourage à trouver un emploi stable. » Mon oncle s'exclama, « On embauche des plongeurs au restaurant. » Toute la table éclata de rire, y compris mes parents. Je restai muette. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais déjà obtenu une bourse complète pour un programme technologique de premier plan à New York. Frais de scolarité, logement, même une bourse, tout était pris en charge. J'ai fait mes valises en toute discrétion et j'ai emménagé dans une résidence universitaire à Manhattan. Serveuse à temps partiel, major de promotion, j'ai décroché un emploi de rêve dans une entreprise de cybersécurité avant même d'avoir mon diplôme. 4 ans plus tard, je venais de diriger une intégration de plusieurs millions de dollars pour une banque internationale. Le bonus, suffisant pour acheter une maison en grès brun, j'ai donc appelé un agent immobilier. En quelques jours, il l'a trouvé.
L'appartement en grès brun parfait à Fort Greene. 2 chambres, une cuisine élégante, des briques apparentes, à proximité du parc. À 31 ans, je suis officiellement devenue propriétaire. 2 semaines avant Noël, j'ai organisé une petite pendaison de crémaillère. Juste mes vrais amis, ceux qui m'avaient vu faire des nuits blanches, pleurer sur des codes ratés et être encore présente tous les jours. Nous nous sommes assis sur des coussins de sol avec des plats à emporter taille et du vin bon marché, entourés de cartons déballés et de rires. Lisa a levé son verre. À Léa, a-t-elle dit, la femme discrète qui transformait le silence en pouvoir. Nous avons trinqué. J'ai souri, mais une pensée persistait. Je rentrais chez moi dans une semaine. Mais cette fois, je n'allais pas rentrer en tant que fille invisible. Cette fois, je revenais en connaissant ma valeur. La semaine précédant Noël, j'ai pris congé du travail, emballé des cadeaux simples mais attentionnés, et fait les 6 heures de route qui me séparaient du quartier de mon enfance, à North Seattle. La maison avait mal vieilli, bardage délavé, ais envahissante et une lumière de porche qui vacillait comme un souvenir moribond. J'ai sonné à la porte, les mains tremblantes, les pas tremblants. Puis la porte s'est ouverte en grinçant. Le A. Ma mère a cligné des yeux. Waouh, c'est vraiment toi. Elle m'a serré dans ses bras, brièvement et fermement. Tu as l'air différente à l'intérieur. L'odeur m'a frappée, du vieux cirage à bois, de l'air vicié et cet omniprésent bol de potpourri séché. Le salon était bondé. Les conversations se sont interrompues, les regards se sont tournés vers moi. Eh bien, regardez qui est enfin arrivé, murmura quelqu'un. Elle porte un jogging, chuchota un autre. Je baissai les yeux. Un pantalon noir sur mesure et un manteau de créateur. Un luxe discret, mais visiblement perdu dans cette foule. Puis Dylan sortit de la cuisine, rayonnant. Tout le monde, voici Mia, ma femme, et il désigna son ventre. Votre future nièce ou votre futur neveu. Félicitations, dis-je. Il eut un sourire narquois, toujours en train de se couvrir dans un coin. Des rires fusèrent. Je sentis ma mâchoire se serrer. Je travaille dans la tech, répondis-je calmement. Si vous êtes déjà rentré chez vous avec plus de pouvoir qu'il ne l'imaginait, abonnez-vous, car c'est dans la suite de l'histoire que tout bascule. Deck, hein? Dylan eut un sourire narquois, comme s'il réparait des imprimantes ou répondait aux appels du service client. Il se tourna vers Mia. Léa était toujours la bizarre, probablement en train de travailler dans un sous-sol quelque part. Je souris légèrement. Quelque chose comme ça. Maman frappa dans ses mains. Le dîner sera bientôt prêt. Léa, pose tes affaires. Dylan utilise ton ancienne chambre comme bureau maintenant. Alors tu dormiras sur le canapé. Bien sûr qu'il l'était. Bien sûr que je le ferai. La nuit fut un lent flot de condescendance. Tante Nora m'a coincé près du triste bol de punch. Ton frère lance sa propre entreprise. C'est un tel visionnaire. Et tu es toujours dans l'informatique. Je développe des logiciels, ai-je répondu. Elle a froncé le nez. Eh bien, quelqu'un doit s'occuper des tâches ennuyeuses. Oncle Mike s'est penché pendant la préparation du dîner. Un poste de plongeur est toujours disponible dans mon restaurant. Payé au SMIC, mais c'est honnête. Merci, ai-je dit poliment. Je vais bien. Au dîner, on m'a installé au bout de la table, près de la porte de la cuisine. Dylan, comme prévu, occupait la vedette. Ça va tout bouleverser, a-t-il déclaré. Il nous faut juste le capital de démarrage pour démarrer. Combien? A demandé papa. 200 000 $ pour démarrer, a dit Dylan avec désinvolture. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. C'était le cliché du pitch raté de start-up que j'avais jamais entendu. On trouvera une solution, dit maman en lui tapotant la main. La famille aide la famille. Après le dîner, elle me tendit une couverture et fit un geste vers le canapé. Le matin de Noël arriva. Dylan et Mia dévalèrent les escaliers comme des enfants. Les cadeaux s'empilaient. Ils déballèrent les miens. Des cadeaux luxueux soigneusement choisis. Léa, ils sont magnifiques. Maman halta en brandissant son nouveau sac. Mais quand vint mon tour. Oh non. Maman halta trop fort. Léa, on avait complètement oublié. Dylan éclata de rire. Comme quand on était enfant. Ne pleure pas cette fois. Il eut un sourire narquois. Tu es adulte maintenant. Quelque chose changea en moi. Ni tristesse, ni colère, juste une lucidité. Je ne vais pas pleurer, dis-je d'une voix calme en fouillant dans mon sac à main. En fait,
Je me suis acheté un super cadeau cette année. Je sortis mon porte-clés et le brandis. L'acier brossé reflétait la lumière. Maman fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Doucement, dis-je simplement. Direction mon nouvel appartement. J'ai signé la vente la semaine dernière. Le silence est tombé. Papa a cligné des yeux. Tu as acheté un appartement avec de l'argent? J'ai dit grâce à mon travail. Mon entreprise vient de céder une licence pour un système de cybersécurité que j'ai développé à une grande banque internationale. Ma part était solide. Maman a plissé les yeux. Solide à quel point? J'ai haussé les épaules. Environ 150 000 $. 0 centime après impôt. On aurait dit une fourchette tombée. Dylan est resté bouche bée. Mia a écarquillé les yeux. Papa et maman m'ont regardé comme si j'allais avouer une double vie. 150 000 $, 0 centime, a dit maman d'une voix aiguë. Quel genre de boulot paie des primes pareilles? Je te l'ai dit, ai-je dit calmement. Je suis développeur de logiciels. Je développe des systèmes de sécurité d'entreprise pour des entreprises du Fortune 500. Papa s'est penché vers moi. Depuis combien de temps gagnes-tu autant d'argent? Depuis l'obtention de mon diplôme, les primes changent, mais mon salaire est à 6 chiffres depuis un moment. C'est là que le déclic s'est produit. Maman s'est levée, toute rayonnante. Mon chéri, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? On est si fiers de toi. Papa a ajouté. Dylan, tu as entendu? Ta sœur travaille dans des entreprises du Fortune 500. Dylan a serré les dents. Mia s'est penchée et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Maman s'est perchée à côté de moi. Alors, parle-nous de cet appartement. Combien de chambres? 2 chambres, 2 salles de bain, Fort Greene, près du travail, a-t-elle dit avec un grand sourire. On devrait aller lui rendre visite. La famille, il faut rester ensemble. J'ai failli rire. La famille? Après 8 ans de silence. En fait, j'ai dit debout. J'ai un long trajet devant moi. Maman m'a pris le bras. Tu viens d'arriver. Reste. Papa a hoché la tête. On n'a même pas parlé de ta carrière. Pendant que je faisais mes bagages, je les entendais chuchoter, des voix étouffées et pressantes. Quand je suis redescendue, valise à la main, ils attendaient. Leur sourire impatient et forcé déclenchait déjà des sonnettes d'alarme. Avant que tu partes, a dit papa en s'avançant. On devrait parler de l'opportunité commerciale de Dylan. Comme tu l'as dit, il a besoin d'un peu de capital pour démarrer. Dylan a souri comme s'il me rendait service. C'est un investissement solide. Tu serais au rez-de-chaussée. Combien? Ai-je demandé sèchement. Juste 200 000 $, a-t-il dit. Avec ce que tu gagnes? Ce n'est rien, n'est-ce pas? Je les ai regardés. Mes parents, qui ont ri un jour quand oncle Mike m'a proposé un emploi de plongeuse. Mon frère, qui a passé sa vie à se moquer de moi, et sa femme, qui riait encore hier matin. Non, ai-je dit. Les sourires ont disparu. Comment ça, non? A rétorqué maman. Enfin, je ne te donne pas d'argent, mais on est une famille, a dit papa, comme si le mot avait du poids. J'ai croisé les bras. Où était la famille quand on m'a dit de trouver un logement le lendemain de la remise des diplômes? Ou quand tu as payé les études de Dylan, mais que tu m'as laissé me débrouiller seule? C'était différent, maman. On n'avait pas d'argent à l'époque. Tu en avais pour Dylan, ai-je dit. Dylan était prometteur. Aboya-t-elle, avant de faire marche arrière. Enfin, on pensait que travailler serait mieux pour toi. J'ai attrapé mon sac. Je dois y aller. Espèce de sale gosse égoïste. Dylan a explosé. Après tout ce que cette famille a fait pour toi. Que as-tu fait? Ai-je demandé. M'élever, me nourrir? C'est ça, être parent, pas faire la charité. Et tu as fait en sorte que je sache que je n'étais pas désirée. Je me suis dirigée vers la porte tandis qu'il me suivait, toujours en protestant. Tu vas le regretter, a crié maman. Je ne le regretterai pas, ai-je dit, sincère. Au moment où j'ai pris l'autoroute, mon téléphone s'est allumé. Appel, SMS, culpabilisation. J'ai tout bloqué sur une aire de repos. De retour à Brooklyn, je me suis servi un verre de vin et j'ai regardé la ville s'illuminer depuis mon balcon. Sarah m'a envoyé un texto. J'ai entendu ce qui s'est passé. Désolé pour eux. Ne le sois pas, ai-je répondu. C'était le plus beau cadeau qu'il m'ait jamais fait. La liberté. Elle m'a renvoyé un émoji rieur.
Ta mère dit à tout le monde que tu es ingrate. Laisse-la faire, ai-je répondu. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des années. Le lendemain matin, je me suis réveillée sous une avalanche de messages, mais pas de mes parents ni de Dylan. C'étaient des tantes, des oncles et des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Ta mère nous a raconté ce qui s'était passé. Comment as-tu pu abandonner ta famille? Dylan essaie de construire quelque chose. Tu devrais le soutenir. On a toujours su que tu étais égoïste. Un par un. Je les ai bloqués. Tous les noms, tous les remords ont disparu. Sauf Sarah. Elle a appelé cet après-midi-là. Mon Dieu, Léa, soupira-t-elle. Toute la famille est en train d'imploser. Ta mère a appelé tout le monde en disant que tu es riche et que tu n'aideras pas Dylan. Tant mieux pour elle, dis-je sèchement. Elle raconte aux gens que tu as oublié d'où tu viens. Bien sûr qu'elle l'est. Dieu les garde d'admettre que la fille qu'ils ont ignorée a fait quelque chose de sa vie. La voix de Sarah s'adoucit. Je suis fière de toi. Pour ce que ça vaut. Ça vaut beaucoup, lui dis-je. Tu es la seule avec qui je tiens à rester en contact. Tu es vraiment d'accord pour couper les ponts avec tout le monde. Sarah, dis-je doucement. Je les ai coupés il y a 8 ans. Cela a officialisé les choses. Ce soir-là, j'ai retrouvé mes amis à notre endroit habituel à Fort Greene, un bar à vin cosy avec des bottes en cuir usé et des guirlandes lumineuses au-dessus du comptoir. Je leur ai tout raconté. Bon débarras, a dit Lisa. Ils ont l'air terriblement toxiques. Tu crois qu'ils vont te manquer? A demandé une autre amie. J'y ai réfléchi. Non, je crois que j'ai fait le deuil de la famille que je n'ai jamais eue. Ça a tout clos. J'ai levé mon verre à la famille choisie. À la famille choisie, ont-ils répété en souriant. Alors que nous trinquions, mon téléphone a vibré, un numéro inconnu. Je l'ai mis en mode silencieux. 6 mois plus tard, l'été avait enveloppé la ville de soleil. J'étais assis sur mon balcon, un café à la main, à regarder la matinée se dérouler en contrebas. J'avais l'impression de sortir d'un brouillard dans lequel je n'avais pas réalisé que je vivais. Sarah appelait toujours chaque semaine pour me donner des nouvelles. Non pas parce que je le lui demandais, mais parce qu'elle se souciait de moi. La fille de Jack est née le mois dernier, m'a-t-elle dit. Madison, c'est gentil, ai-je dit, sincèrement. J'espère que cette petite fille sera mieux aimée que moi. D'après Sarah, Dylan et Mia vivaient encore chez mes parents. La grande start-up ne fait que parler. Même la famille en avait assez d'en entendre parler. Apparemment, mes parents avaient transformé ma trahison en leur histoire sab préférée. À chaque réunion de famille, ils me présentaient comme la fille ingrate qui a disparu malgré tous leurs sacrifices. Pendant ce temps, ma vie avait pris un tournant que je n'échangerais contre rien au monde. 3 mois après ce désastre. À Noël, j'ai rencontré Ethan dans un café près de mon bureau. Designer indépendant au sourire tendre et au profond respect des limites, il comprenait le monde de la technologie, et surtout, ce que signifiait quitter une famille toxique. Il l'avait fait aussi. Mon travail était florissant. J'avais été promu architecte système principal pour une intégration majeure de sécurité IA. L'augmentation était intéressante, mais ce qui m'enchantait le plus, c'était la liberté de créer quelque chose d'innovant. Mon équipe me respectait. Mes idées comptaient. Je construisais enfin la vie dont je rêvais, depuis un canapé défoncé au sous-sol de mes parents. Il y a environ 1 mois, Dylan a réussi à trouver un nouveau numéro et m'a appelé. Dis donc, Léa, a-t-il dit d'un ton gêné. Joyeux. On pensait pouvoir se voir. Qu'est-ce que tu veux? Ai-je demandé. Vite. Madison devrait rencontrer sa tante. On est pressé en ce moment. La maison de papa et maman a besoin de travaux. Non, tu ne sais même pas à quel point. Peu importe. Il a explosé. J'ai raccroché, bloqué le numéro, et, assise dans mon appartement à siroter un café à côté d'Ethan, je n'ai ressenti que de la paix. Tout ce qu'il disait, je ne l'aurais jamais. Amour, stabilité, réussite, je l'ai construit à ma façon. Sarah m'a dit plus tard qu'il transformait mon ancienne chambre en chambre d'enfant. Ça ne m'a pas fait mal. Cette chambre ne m'a jamais semblé être la mienne. Celle-ci, si. Ils ont quand même essayé de me joindre par l'intermédiaire de cousins éloignés et d'amis de la famille. Mon préféré, c'était la messagerie vocale de tante Nora. La famille, c'est pour toujours, Léa. Mais j'étais déjà partie, et je ne voulais pas faire marche arrière. Ethan et moi prévoyions un voyage au Japon le mois prochain. Nous avions appris la langue,
cartographié des temples et mis en favori des restaurants de nouilles. Sarah m'a envoyé un message. Maman a vu ton message. Elle dit que c'est typique. Tu préfères partir en vacances qu'aider la famille. Bien. J'ai dit. Peut-être qu'elle finira par comprendre. La semaine dernière, j'ai été promue directrice de l'ingénierie, avec un salaire parmi les 1% les plus élevés. Mon patron a dit, tu l'as bien mérité. On a fêté ça avec des amis. Lisa a plaisanté. Ta mère a dû sentir que ton compte en banque avait augmenté ce soir-là. Ethan a apporté du champagne sur le balcon. On achète une maison, ai-je dit. Avec de l'espace, un jardin, peut-être un chien. Mon téléphone a vibré. Encore Sarah. Maman a dit, tu dois être une trafiquante de drogue. J'ai ri. Laisse-les raconter leurs histoires. Je vis la mienne. Si tu t'es déjà senti invisible dans ta propre famille, j'aimerais beaucoup avoir de tes nouvelles. Laisse un commentaire. Dis-moi ce que tu as laissé derrière toi, quelle paix tu as construite. Votre soutien me rappelle que je ne suis pas seule. Et peut-être avez-vous besoin de ce rappel aussi. Mon conseil, n'attendez pas qu'on vous donne la permission de vous choisir. Construisez une vie qui reflète votre valeur, et non leurs attentes. Et si vous vous reconnaissez, abonnez-vous.